Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau talk de Be My Desk. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en présence d'Olivier Mathiot, vice-président de France Digital, président de The Camp et cofondateur de Price Minister. Bonjour Olivier et bienvenue. Bonjour, ravi d'être là. Alors aujourd'hui, tu vas nous partager ton analyse sur la crise du Covid-19 qui, sur le plan entrepreneurial, cache finalement derrière une multitude de crises qu'il est nécessaire de décomposer pour mieux préparer le monde d'après. Donc si tu veux, je te laisse la parole justement pour développer le sujet. Avec plaisir. Donc, tu me donnes combien de temps? À peu près 20 minutes et puis après on passera aux questions-réponses des spectateurs. Donc j'invite chacun justement à poser vos questions tout au long de l'intervention d'Olivier que je lui transmettrai au fur et à mesure. Ok, bon bah écoutez, ravi en toute humilité de partager quelques enseignements. Avec les casquettes France Digital, The Camp et Business Angel, j'ai forcément été amené fréquemment à me poser la question de la crise à laquelle on fait face. Et très souvent, on l'aborde d'un côté ou de l'autre. On parle de la crise sanitaire, la crise du confinement, la crise de la Covid, etc. Et c'est vrai qu'après, quand on est face à une crise en tant qu'entrepreneur, on doit aussi très souvent, enfin, que ce soit d'ailleurs une crise ou quel que soit le problème, ça peut être plus ou moins positif, plus ou moins négatif. Je trouve que ce bon réflexe entrepreneurial, c'est aussi de décomposer le problème pour mieux le comprendre et pouvoir ensuite trouver les leviers d'action. Et donc, le raisonnement que j'avais en essayant de tirer quelques enseignements de cette crise, c'est une démarche plutôt entrepreneuriale. C'est pas pour donner des leçons aux politiques ni aux grands dirigeants de ce monde. C'est plutôt de se dire chacun qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut d'abord comprendre ce qui nous arrive. Ça, j'ai pas forcément évidemment toutes les réponses, mais surtout comment est-ce qu'on peut le décomposer un grand problème en petits problèmes, parce que finalement la gestion en mode projet, c'est aussi ce qui peut faire le succès et l'agilité du monde entrepreneurial. C'est comme ça qu'on décompose des tableaux de bord, c'est comme ça qu'on décompose des équipes projets. C'est aussi en essayant d'aller chercher finalement ce qui est adressable, comme disaient les Américains. C'est un néologisme évidemment. Adresser, c'est adresser un problème, le résoudre, le tacler, comme on peut dire aussi. Et donc, j'ai essayé de voir un peu qu'est-ce qui fait la caractéristique de cette crise. Et j'appelais un peu le sens de cette conversation avec un intitulé qui était une crise peut en cacher 10 autres. Il ne faut pas se masquer la complexité de cette crise. La réalité, c'est qu'on est dans un environnement vraiment très complexe. À partir du moment où il est complexe, par définition, il ne faut pas non plus chercher à l'ultra simplifier. Il faut plutôt chercher ce sur quoi nous, on peut agir, notamment en tant qu'entrepreneur ou chacun dans notre périmètre. Ça peut être évidemment des périmètres associatifs, des périmètres publics, privés, etc., scolaires ou autres. Et donc, ce que je propose, je vous donne 10 intitulés de crise et chacun étant finalement peut-être une des facettes de ce problème auquel on est confronté. Il y en a une première qui est évidemment, on le sait tous, c'est plutôt une crise de la demande. C'est un point qui est important parce qu'on a connu d'autres crises. Moi aussi, en tant que cofondateur de Price Minister, j'ai pu traverser certaines crises autour du e-commerce ou du digital. Par exemple, la bulle Internet, fin des années 90, début des années 2000. Hein, c'était le début de ces valorisations Internet qui ont, comme vous savez aujourd'hui, atteint les records, je dirais, historiques mondiaux de l'histoire du capitalisme. On l'a vu encore récemment avec Tesla qui a dépassé les 500 milliards de dollars, mais on l'a vu aussi avec Apple, avec Amazon qui ont dépassé les 1000 milliards de dollars. Donc avant ça, on se rappelle qu'il y a 20 ans, il y avait une crise de la bulle Internet et à un moment donné, les analystes financiers n'y croyaient plus. Bon, évidemment, l'avenir leur a donné tort d'une certaine manière, dans une certaine mesure. On a connu la crise de 2008 pour franchir les étapes. Là, c'était une crise financière. Et beaucoup de journalistes et de commentateurs récents cette année ont comparé ou ont essayé de faire la comparaison avec la crise de 2008 parce que c'était aussi peut-être la crise la plus récente qu'on avait. Évidemment, il y a eu des crises bien en fin 19e siècle ou en 1929. Il y a eu des crises structurelles, mondiales, qui ont touché tous les secteurs. Et donc, c'est intéressant de se demander quelle est la nature de cette crise-là, en particulier si on la regarde déjà sur le plan purement économique. Et donc là, c'est clairement une crise de la demande, parce qu'à partir du moment où la santé est en jeu et que du coup, il y a des décisions gouvernementales qui arrêtent la production et qui arrêtent aussi la consommation en B2B ou en B2C, ou en tout cas qui la ralentissent fortement, forcément, on se retrouve avec une moindre demande et c'est un peu le point de départ, au-delà de toute question politique, sanitaire, épidémiologique, etc. Donc une crise de la demande, ça veut dire que la vente de biens et la vente de services ralentit dans tous les secteurs, en tout cas dans presque tous les secteurs. Il y a des secteurs qui sont évidemment complètement ravagés. On pense, on le sait très bien, le secteur événementiel ou le secteur du tourisme qui sont
par définition associées à la fois au déplacement et au présentiel. Mais globalement, beaucoup de biens se retrouvent et beaucoup de commerces et d'activités aussi en B2B se trouvent menacés. Donc, face à une telle situation, je pense qu'il s'agit pour les entrepreneurs d'innover et donc de réinventer leur offre. Déjà, quand on pense crise de la demande, ça veut dire qu'il faut avoir une réponse par l'offre. Et donc, c'est l'occasion pour chacun de se poser la question de comment est-ce que je réinvente mon offre face aux nouvelles données. Les nouvelles données, c'est les nouveaux rapports à la consommation, que ce soit encore des clients corporate, entreprises ou des clients particuliers pour ce qui est du B2C. Donc, réinventer son offre, on pourra, sous forme d'échange, aussi trouver des idées ou réfléchir secteur par secteur. Mais en tous les cas, c'est le monde d'après, forcément, c'est juste qu'on ne peut pas juste tout simplement serrer les coups et dire qu'on a une crise de trésorerie. Si on ne fait rien pour réinventer son offre, au moment où la crise sera finie, on sera pris au dépourvu parce que globalement, la façon probablement d'acheter, de consommer, etc., elle aura été modifiée en profondeur. Donc c'est aussi ces moments de crise où il faut réinventer ce que j'appelle l'offre, les produits, la proposition de valeur, etc. À titre un peu de clin d'œil, je rappelle que les startups à la fin du siècle, les startups qui ont le plus innové, donc il y a plus de 120 ans, les startups qui ont innové, ce sont celles qui sont devenues les grands groupes à la sortie de la crise qu'on appelait, qui était vraiment les marécages de la fin du 19e siècle, après les deux crises industrielles. Et les startups de l'époque, ça a été Michelin, par exemple, qui a inventé le pneu en caoutchouc. Ça a été Pathé, qui a inventé la distribution du cinéma. Et donc, on imagine bien que ce soit comme ça le soft power avec le contenu culturel comme le cinéma, ou le transport et la mobilité, ça rappelle des choses aujourd'hui à ce qui se passe. Quand on parle aujourd'hui de contenu numérique sur Internet ou quand on pense à l'innovation dans la mobilité, finalement, ça entre un peu en résonance ou en écho et on peut se rappeler aujourd'hui que Pathé, Michelin, Peugeot, toutes ces boîtes-là sont devenues après les géants du XXe siècle. Donc on peut aussi voir les choses de manière un peu positive, c'est que les nouvelles façons de se déplacer, de consommer des contenus, c'est des façons qui remplacent finalement l'économie précédente du monde d'avant. Donc crise de la demande qui amène une réflexion sur l'offre. Et l'offre aujourd'hui, pas besoin de donner des pistes. On s'est bien rendu compte que d'une part, le digital a pris une part importante de nos façons de consommer, de communiquer, etc. Et bien sûr, c'est des banalités aujourd'hui de parler de la place qu'a pris le télétravail. Mais bon, le télétravail, c'est aussi la téléconsommation. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur LinkedIn, sur Skype, etc. Évidemment, c'est utiliser les outils pour continuer à communiquer entre nous, pour continuer à partager. Donc forcément, tous les fournisseurs d'outils, mais aussi les créateurs de contenu, ont des nouvelles opportunités, même si évidemment, on est parfois un peu choqué de parler d'opportunités, alors qu'il y a des gens qui meurent, des boîtes qui sont en cessation de paiement et des plans sociaux. Mais en tous les cas, voilà, autour du digital et autour du durable, on sent que c'est peut-être les 2D, le digital et le durable, qui sont les axes d'innovation dans tous les secteurs, le transport, la mode, l'alimentation, la communication, l'industrie, etc. Alors ça, c'était le premier renseignement, une crise de la demande. Une deuxième, pour aller un peu plus vite, c'est aussi une crise du travail. C'est une autre façon de regarder les choses. Donc là, c'est vraiment la façon dont on travaille. Et cette crise-là, elle est transversale. C'est-à-dire que encore, il peut y avoir certains secteurs économiques qui sont moins touchés que d'autres, mais la crise du travail, à partir du moment où on demande à une grande partie de la population de rester chez soi, dans beaucoup de pays, forcément, la façon de travailler est bousculée. Donc cette crise, elle veut dire déjà, donc, parce qu'elle est transversale, elle invite à revisiter à la fois le contrat de travail, d'une certaine manière. Là, on parle de doctrine juridique. Il y a peut-être même le droit du travail, qui aujourd'hui est associé à un certain nombre d'obligations de moyens, et forcément, la durée du travail, le rapport aux objectifs, etc., va devoir être visité, mais également le leadership, la façon de manager des équipes, la façon de créer de la culture d'entreprise, tout ce que vous pouvez imaginer et qui est derrière. Et donc, moi, je pense quand même que l'arsenal juridique va devoir être visité parce qu'on a appris des choses qui n'avaient pas été jusqu'à aujourd'hui pensées. Un peu comme à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, le contrat, le droit social a été réinventé par le Conseil national de la résistance, le CNR. C'est un projet de société à réinventer que les entrepreneurs peuvent, ou en tout cas dont les entrepreneurs peuvent, s'inspirer. Alors, on n'est pas à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais bon, c'est vrai que c'est à ce moment-là que la sécurité sociale a été inventée, c'est à ce moment-là que l'État-providence a été inventé, avec ses qualités et ses défauts. Et probablement, là, il y a un nouveau contrat à réimaginer. Et c'est intéressant d'imaginer que ce ne soit pas seulement les pouvoirs publics ou les hommes politiques qui nous l'imposent, puisque c'est aussi les entrepreneurs qui sont en première loge de la crise du monde du travail. Donc, crise de la gouvernance, crise du travail.
Il y a aussi une crise de la durée. On est vraiment, autant les crises financières, souvent elles durent quelques mois, un an, et on a toujours un peu une sorte de track record des crises qui permettent d'analyser les courbes financières, les cours de bourse, etc. Là, évidemment, par définition, quand on est au milieu d'une crise, on ne sait pas combien de temps elle va durer. On imagine, hélas, qu'il risque d'y avoir une troisième vague quand on lit un petit peu les statistiques et les prévisions des épidémiologues et des médecins. En tout cas, ça veut dire que probablement, il ne faut pas juste surréagir dans une crise qui est longue et qui s'installe à la durée. Il ne faut pas juste réagir à court terme. Bien sûr, réagir à court terme, c'est nécessaire parce qu'on doit tous gérer notre trésorerie, notre cash, notre capital humain, donc les ressources humaines. Et probablement, il faut imaginer aussi vraiment avoir ce qui est finalement le rôle de l'entrepreneur, un réflexe zoom avant, zoom arrière, c'est-à-dire forcément zoomer sur l'avant et sur le court terme en regardant qu'est-ce qui peut se passer en faisant des simulations autour de sa trésorerie, de ses équipes, de ses projets, mais toujours avoir peut-être une sorte de force de travail ou un petit groupe qui réfléchisse aussi en zoom arrière et en prenant un peu de recul et en regardant ce qui va se passer pour continuer d'imaginer la prospective. Et très souvent, ce que je recommande, c'est ce qui est intéressant, et je l'ai vu dans certaines boîtes et certaines startups, c'est quand on arrive à séparer les équipes qui travaillent, si on est suffisamment nombreux, séparer ceux qui travaillent sur le court terme et ceux qui travaillent sur le long terme. Parce que très souvent, quand c'est les mêmes, on s'auto-censure, ou en tout cas, on a du mal à séparer ce rapport au temps, court terme et long terme. Donc c'est intéressant aussi d'avoir une sorte de Chinese wall, comme on dit parfois dans l'entreprise, entre ceux qui font un peu plus de la prospective et ceux qui ajustent et qui naviguent à vue sur la court terme. C'est quand on prend l'image du bateau, hein, c'est la différence entre tenir le cap pour traverser l'Atlantique et puis à certains moments on traverse des moments difficiles, des tempêtes, etc. Et donc c'est pas forcément les mêmes réflexes, mais il faut pas, je dirais, basculer tout sur le court terme, ça me semble être un peu le risque. Et donc c'est ce que j'appelle moi une crise de la durée. Il y a aussi une crise de sens, ça c'est une quatrième crise. Cette crise de sens, on la sentait depuis assez longtemps. On nous parle du réchauffement climatique, on se rappelle la médiatisation de Greta Thunberg, les accords de Paris, les oppositions France-États-Unis. Donc ça fait plusieurs années qu'on vit dans une réflexion au sens de ce qu'on fait quand on se réveille le matin, comment on consomme, comment on vote, notre rôle de travailleur, de consommateur, etc. Et ça a été exacerbé. Il me semble que cette crise de sens, elle a été fortement portée par une nouvelle génération qui est arrivée sur le marché du travail plutôt après moi, qui maintenant est dépassé l'âge des petits minots qui font leur premier job. Et j'ai vu arriver toute une nouvelle génération qu'on peut qualifier de Z, la génération X, Y, Z, la génération Z qui arrive un peu avant les millennials, qui déjà se pose la question du sens. Vous savez que par exemple, il y a des dizaines de milliers d'étudiants des grandes écoles qui ont signé cette charte, notamment sur le développement durable, pour dire qu'ils ne voulaient pas bosser dans un grand groupe qui n'aurait pas des engagements clairs autour des questions de développement durable. Mais il me semble que la crise de sens, grâce ou à cause de la Covid, avec le retour qu'on a pu avoir du fait du ralentissement de l'économie, la pureté de l'air, le retour de la vie sauvage. Moi, j'habite à Marseille en ce moment et on a vu des rorquals arriver dans les calanques, donc la qualité de l'eau, etc. Enfin, tout s'est reposé autour des questions de relocalisation, de bilan carbone, etc. Toutes ces questions-là, elles existaient et d'un seul coup, je crois qu'elles sont devenues beaucoup plus centrales. Donc, c'est plus seulement l'apanage de la jeune génération, mais ça a été par capillarité et porosité. Je pense que ça s'est répandu dans l'ensemble de la société qui se pose la question pas seulement du développement durable au sens écologique, mais également du lien social. Parce qu'on a évidemment une dimension dans cette crise de sens qui est particulièrement sociale. Donc, c'est redéfinir nos façons de produire, de consommer, de travailler. Donc, le rôle de citoyen aussi de l'entreprise. Il y a également une crise de gouvernance, que j'ai mis ça en cinquième crise. La crise de gouvernance, c'est finalement la façon dont on prend les décisions. Aujourd'hui, on se rend compte, alors peut-être du fait des réseaux sociaux, que notre rapport à la vérité, notre rapport à l'information et notre rapport à l'adhésion, du coup, quand cette décision est prise, est toujours sans arrêt remis en cause. Un peu en clin d'œil, très souvent on dit que tous les Français sont des sélectionneurs de l'équipe de France. Donc quand il s'agit de parler de football, on voit la capacité au comptoir des bistrots à sans arrêt discuter les discussions et à se mettre à la place de ceux qui décident. Et on le fait aussi quand on fait de la politique à dessous, pareil, autour d'un apéro. La question, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on voit que la gouvernance au plus haut de l'État est très souvent remise en cause, parce qu'il y a aujourd'hui une moitié de la population qui pense que le gouvernement sacrifie trop la santé de chacun pour pas étouffer l'économie, et puis beaucoup d'autres gens qui disent, bah non, à force de sécurité et de santé, on est en train de tuer l'économie. On voit bien qu'en fait, plus aucune décision n'est complètement blanche ou noire.
du fait de en tout cas de l'accès généralisé à l'information à tout va, évidemment à travers les canaux officiels des médias, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Et donc, à force de fake news, à force aussi de difficulté à lire l'avenir, du fait que la crise est inédite, elle est inédite dans sa dimension à la fois sanitaire, scientifique, médicale, etc., mais également du coup dans son impact sur l'économie et dans la difficulté à prévoir combien de temps elle durera, ben on se rend compte que cette crise de gouvernance, qui est bien illustrée par les difficultés qu'ont les différents gouvernements à faire passer des messages, on voit par exemple nos difficultés à respecter le confinement chez les plus jeunes populations, et donc l'arrivée probable de cette troisième vague, c'est aussi une difficulté à complètement adhérer à ce que nous demande le gouvernement. Et bien cette crise de la gouvernance, je crois qu'on la retrouve aussi au niveau des entreprises, parce que plus on se retrouve des cultures d'entreprise un peu délitées, un peu floues, dans une crise qui est longue, en restant bloqué chez soi, en voyant moins souvent ses collègues, etc., plus on commence à prendre de l'information, à écouter les rumeurs, à se faire sa propre opinion, moins on est discipliné. Et donc, c'est vrai que le travailler ensemble, qui est finalement un sous-jacent d'une certaine manière de la gouvernance, demande aussi à être revisité. Ce n'est pas seulement la question du télétravail, mais c'est aussi la question du travail en équipe, que j'appelle le travailler ensemble. C'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on arrive à adhérer à une vision, à continuer à se motiver et finalement à pouvoir respecter des directives, une vision dans une nouvelle génération, une nouvelle forme de leadership qui est probablement plus l'entreprise paternaliste telle que l'ont connue nos parents. Évidemment, c'est aussi une crise, je disais que c'était une crise du travail par rapport à une crise de la finance, une crise de la demande, mais malgré tout, il y a quand même aussi des conséquences sur la finance qui sont fortement posées. C'est la 6e crise. Et la question de la réflexion sur la trésorerie, on doit apprendre et on réalise rapidement que si on n'a pas anticipé, personne n'a anticipé cette crise, mais si on n'a pas anticipé la possibilité d'une crise, on peut se retrouver avec des crises de financement. Alors une partie est compensée par les aides gouvernementales, les prêts garantis par l'État, le chômage partiel, etc. Mais on sait que ça ne va pas forcément durer. Donc ça nous apprend aussi probablement l'importance du cash, surtout dans l'univers des startups, qui est un univers qui avait l'habitude de dépenser beaucoup vite et puis ensuite d'attendre la prochaine levée de fonds avec un rythme on parle de seed, donc d'amorçage, ensuite de série A, de série B, et avec un rythme qui est souvent autour de 18 mois entre 2 levées de fonds. Et là, on se rend compte que si une crise comme celle-ci dure plus de 18 mois, ce qui est bien parti puisque là, on va bientôt arriver à la première année de la crise, et elle sera sans doute peut-être pas achevée au bout de 18 mois, le cycle de levée de fonds pose la question effectivement du financement. Ce que j'observe d'un peu loin aujourd'hui, enfin d'un peu loin avec la casquette aussi de France Digital, c'est qu'on voit des gros dossiers et des records de levée de fonds dans le domaine de l'innovation. On l'a vu avec Miracle, Insect, Back Market, Mano Mano. Donc il y a vraiment des boîtes qui ont fait des levées de fonds records dans toute l'histoire de. Et à côté de ça, plein de petites startups qui évidemment étaient plutôt sur les modèles de financement précédant la crise par définition, et qui étaient plutôt en train de développer leur outil, qui n'avaient pas encore généré de chiffre d'affaires, qui se retrouvent après en difficulté pour relever des fonds ou lever des fonds, dans un moment où les fonds d'investissement eux-mêmes préfèrent remiser sur les champions, puisque c'est aussi l'arbitrage de leurs propres risques en termes d'investisseurs professionnels. Donc la crise de la finance, elle va probablement revisiter aussi les critères des financiers, j'irais sous l'éclairage ou sous les projecteurs de ce que j'appelais la crise de sens. La crise de la finance va aussi sans doute prendre en compte la question du sens. Donc par exemple, quels sont les critères qu'il faut regarder aujourd'hui en termes d'investissement par rapport à cette crise démultipliée, et peut-être revisiter aussi la notion de durée d'investissement, puisque les critères principaux des fonds d'investissement, c'est ce qu'on appelle le TRI, le taux de rendement interne, et ce n'est pas juste un multiple qui est réalisé sur un investissement, c'est un multiple qui est ramené à la durée. Donc c'est évidemment, c'est pas pareil de faire x2 sur 2 ans ou x2 sur 10 ans. C'est ça la différence d'un TRI. Et probablement, il va falloir que les financiers, peut-être, apprennent à gérer sur des TRI et des durées plus longues, puisqu'on s'est rendu compte que cette crise, ce que j'appelais tout à l'heure de la durée, qui est une des versions, une des facettes de cette crise, elle amène la question du court terme. C'est-à-dire que l'ultra court terme donne très souvent des décisions d'optimisation du profit, de l'EBITDA, etc., à très court terme, parce que c'est une sorte d'escalade, comment on appelle ça, de jeu en cascade à un moment donné. C'est-à-dire que pour les boîtes cotées en bourse
il y a des rythmes imposés de publication de rapports financiers trimestriels, et on voit bien que le trimestre n'est pas adapté à tous les champs d'innovation dans une crise notamment aussi profonde où finalement, si on prend des décisions tous les trimestres, on a du mal à garder le cap, comme je le disais tout à l'heure. Et donc la crise de la finance, elle est reliée à cette crise de la durée et à cette crise du sens. Tout ça, évidemment, est intercorrélé. Il s'agit de connecter les points entre eux, to connect the dots, comme disent les Américains. C'est important. Et ce que j'espère, moi, c'est qu'effectivement, les financiers apprennent à remettre de la durée dans leur logique d'investissement. Et donc, du coup, qu'on puisse piloter les entreprises avec une relation au cash, à l'investissement, à l'innovation sur des temps un peu plus longs. Parce qu'à partir du moment où on imagine tous qu'il va falloir transformer nos façons de vivre, nos façons de consommer, nos façons de produire, nos façons d'être citoyens, prendre en compte tous ces schémas nouveaux à imaginer, ça va prendre du temps. Toute transformation prend du temps. Il y a des banalités qu'on peut répéter, mais c'est la résistance au changement dans les grands groupes, les inerties, que ce soit au niveau d'un pays ou au niveau d'une entreprise. Il y a beaucoup d'inerties. Donc, apprendre à complètement changer et à remettre de l'impact dans le design même de nos productions de valeur, ça veut dire aussi repenser pendant les modèles économiques, la façon dont on construit les tableaux Excel, la façon dont on construit aussi la gouvernance autour des conseils d'administration, etc. Il y a aussi, je trouve, en dehors de cette crise de la finance, il y a aussi, j'ai parlé de la crise du travail, mais aussi une crise probablement de l'organisation du travail en tant que tel. C'est une sous-crise à l'intérieur de celle-ci qui est peut-être une crise des lieux de travail. Et donc, c'est une crise un peu à part, mais qui est importante parce que ça peut jouer aussi sur l'immobilier à part entière. Une crise de l'immobilier, c'est-à-dire que plus on travaille différemment, on avait déjà imaginé, avant cette crise, on parlait de flex office, on faisait appel à des freelances. Donc, il y avait déjà de plus en plus de flexibilité au sein des équipes, mais on se rend compte qu'effectivement, la crise du travail entraîne une crise du lieu de travail, c'est-à-dire que le lieu de travail va être modifié, ce qu'on en attend, puisqu'à partir du moment où il y aura de plus en plus de travail chez soi ou à domicile, le lieu de travail ou le bureau aura peut-être un rôle un peu différent. Et s'il a un rôle un peu différent, et si les entreprises ont besoin d'un peu de mètres carrés, par effet, je dirais, de cause à conséquence, ça entraînera aussi probablement un effet sur le prix du mètre carré, et peut-être aussi sur la place des bureaux en centre-ville, et du même coup aussi sur en quelque sorte la balance, l'équilibre entre habitat, bureau, commerce à l'intérieur du centre-ville. Et donc il y a peut-être aussi une imagination découlant de la crise du travail sur l'organisation du travail, sur les lieux de travail, qui sera finalement la crise de l'urbanisation et peut-être, pourquoi pas, l'occasion aussi de repenser la ville de demain, qui est à la fois entre les mains des entrepreneurs, ceux qui font de l'immobilier, mais aussi évidemment des pouvoirs publics et des collectivités locales. Et ça, c'était la 7e crise, celle de l'immobilier, donc, et de la ville, finalement. Il y a une 8e crise qui est intéressante, c'est celle aussi du rôle de l'entreprise en tant que telle, qui peut se poser des questions. Ça rejoint celle du sens, et là, j'ai appelé ça le capitalisme solidaire. C'est-à-dire, constater qu'il y a une crise de sens, c'est intéressant, mais après, dans les modèles économiques, on s'est rendu compte dans cette crise, et c'est là plus une des conséquences directement positives, que beaucoup de grands groupes, on a vu le Crédit Agricole, on a vu la Maïf, on a vu le groupe Accor. Beaucoup de groupes se sont mobilisés, ont mobilisé leurs équipes ou leurs ressources ou leur environnement, leur mètre carré ou le mécénat de compétences pour ce qui est des personnes et des cadres et des expertises, pour pouvoir, je dirais, appuyer leur implication dans la vie de la cité, comme on dit en politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les entreprises en tout cas, beaucoup d'entre elles se sont dit, voilà, on n'est pas seulement là pour finalement enrichir nos actionnaires, mais aussi pour avoir une implication dans l'écosystème dans lequel on vit. Alors évidemment, c'est un intérêt purement financier. On a tout à fait intérêt, si on travaille dans l'alimentaire ou dans l'hôtellerie, à continuer à penser le monde de demain, donc à créer du lien entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, et donc de l'implication de ses équipes, de l'implication de son modèle économique, et de le penser non pas en stand-alone, en silo, mais aussi au sein d'un écosystème. Et cet écosystème, c'est évidemment la société au sens large. Du coup, ça, c'était ce que j'appelle le rebond du capitalisme solidaire. En avant-dernière crise, ce que je me suis noté, c'est finalement aussi un petit peu lié à ce point du capitalisme solidaire, c'est que peut-être on entre dans un monde nouveau, en tout cas que moi, j'aimerais bien défendre, qui est aussi le rebond de la collaboration par rapport à de la coopération par rapport à la concurrence pure. C'est-à-dire que dans les schémas du capitalisme traditionnel, on a des réflexes très en silo, très concurrentiels, avec une réflexion par exemple autour de la propriété intellectuelle, des brevets,
des savoir-faire, signer des NDA, des Non-Disclosure Agreements, des lettres de confidentialité, etc. On a une logique très patrimoniale et très fermée du monde économique. Mais on s'est rendu compte que certaines entreprises, c'est le cas de Tesla qu'on a souvent cité dans cet exemple-là, avaient gagné finalement beaucoup de temps et d'argent également en mettant en open source l'ensemble des recherches sur le stockage d'électricité dans les batteries pour les automobiles, pour les véhicules électriques. À un moment donné, la communauté des développeurs et des scientifiques peut s'en emparer, développer la technologie, ce qui était déjà un exercice que connaissent bien les informaticiens dans le monde de l'open source. Et la logique par communauté ou collaboration, ce qu'on défend ici à The Camp, c'est l'intelligence collective, c'est-à-dire faire travailler ensemble plutôt que les uns contre les autres. Ça ne veut pas dire que la concurrence n'a pas des vertus. Si on revient aux fondamentaux du capitalisme, on sait que la concurrence, elle crée de l'émulation, et dans plein de cas, l'émulation peut créer de l'innovation. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres modèles qui existent d'ailleurs dans la nature. C'est le cas on sait que dans la nature, il y a de la concurrence entre les espèces, animales ou végétales, mais il y a aussi de la collaboration au sein de la forêt ou au sein des animaux. Il y a aussi de la collaboration qui permet d'imaginer qu'on adresse ensemble des problèmes plus importants qu'on ne pourrait pas adresser seul, chacun dans son silo. Et donc cette économie qu'on appelle parfois la friend-me économie, le mélange de friend et enemy, elle est en train, je pense, de se développer grâce au confinement, parce qu'on réalise les interactions qu'il y a les uns entre les autres. Et donc, dans certains cas, la capacité de pouvoir travailler ensemble, alors pas forcément avec son concurrent direct, mais dans des secteurs différents, c'est un savoir-faire qu'on a développé avec The Camp, faire travailler un groupe de BTP avec un groupe d'hôtellerie, avec un groupe de restauration, qui peuvent ensemble proposer des nouveaux services, des nouveaux produits, de manière je dirais, collégiale. Donc ça, c'est la concurrence par rapport à la coopération. Et la dernière crise, qui est peut-être la plus compliquée, la plus psychologique, c'est quand même la crise de la confiance aussi. Parce que finalement, l'ingrédient de la confiance, et ça, les théoriciens de l'économie le savent, la confiance, c'est le petit atome finalement qui est à la base de toutes les cellules qui font tourner l'économie. On comprend bien vite dans les marchés financiers, sans confiance, ça ne fonctionne pas. Il faut quand même avoir confiance à la fois dans le système, l'achat, la vente, la valeur des titres en bourse, par exemple, ou la valeur des biens ou des services qu'on achète. Et quand la confiance n'est plus là, on peut passer évidemment du contrat oral au contrat écrit pour asseoir la confiance et l'encadrer par du juridique. Mais aujourd'hui, on est dans une économie où toute la confiance est détruite, parce qu'à partir du moment où on décrète que cette crise sanitaire, c'est aussi une crise de la distanciation sociale, avec pas mal de gens qui ont réagi de manière assez légitime sur le fait que distanciation sociale, c'est un terme un peu bizarre. Ça veut dire qu'on s'éloigne les uns des autres. Si on s'éloigne les uns des autres, ça veut dire qu'on se méfie les uns des autres. C'est normal, puisque chacun potentiellement peut être porteur d'une maladie. Et quand on joue sur ce petit effet de levier qui, par propagation, se répand à l'ensemble de l'économie, chacun peut se méfier des autres. Et si la confiance n'est pas là, on a beaucoup de mal à rétablir les flux de personnes, de services, les flux de biens qui sont à la base, évidemment, de l'économie, qui n'est qu'une gestion des flux. Donc c'est intéressant, parce que finalement, si l'autre devient une menace, là, il y a un rôle à la fois politique dans l'entreprise, etc., à tous les endroits finalement où l'économie peut être générée et créer de la valeur, à repenser qu'est-ce que doit être la confiance. Et donc là, je n'ai pas de réponse à cette partie-là. Elle concerne moins les entrepreneurs en tant que tels. En revanche, les entrepreneurs, ils le savent bien, c'est qu'il faut, pour créer de la confiance avec les autres, pouvoir signer des contrats, il faut aussi inspirer de la confiance. Et la confiance ne fonctionne que de manière réciproque. Et on l'avait vu dans le bouquin, enfin moi j'avais lu avec passion le bouquin que beaucoup de gens ont lu, le Sapiens de Harari. On se rend compte qu'effectivement, l'économie, la construction du monde politique et économique, c'est qu'une vue de l'esprit. Et si à un moment donné, on décide de changer collectivement de vue, une entreprise économique, une grosse société anonyme ou un gouvernement ne tient que si tous les gens pensent qu'effectivement, ça a de la valeur, et si l'image collective et la mythologie fondatrice existent. Et donc, il y a aussi probablement une sorte de nouvelle mythologie à construire entre nous aujourd'hui pour voir comment on va vivre dans un monde où peut-être le virus et la crise biologique ou biochimique va peut-être s'installer à très long terme, et donc il va falloir plutôt apprendre à vivre avec que vivre contre. C'était ma dernière petite crise. Alors, merci beaucoup, Olivier, pour nous avoir partagé ton analyse et nous avoir donné ces 10 clés de lecture.
Alors, on va passer maintenant aux questions de nos spectateurs. Je vous invite sur le chat à continuer à poser vos questions. Aujourd'hui, Olivier, compte tenu de la crise justement qu'il a fallu décomposer en différents problèmes, toi de ton côté, quels principaux impacts cela a eu sur tes activités, notamment à The Camp, et quelles adaptations et évolutions vous avez pu mettre en place justement? The Camp, c'est un lieu qui est donc un campus, donc un lieu physique, qui implique du présentiel avec une conviction derrière importante qui est que justement, pour jouer sur les ressorts de l'intelligence collective, il faut que les différents éléments de cette recette collective soient rassemblés dans un lieu physique. On peut imaginer que c'est voilà, comme un grand contenant, un grand faitout, comme si on prend l'image de la cuisine, et il faut rassembler ces différentes influences, que ce soit le monde des startups avec le monde des grands groupes, le privé avec le public, le monde universitaire avec le monde économique, qui sont des endroits, des acteurs finalement économiques qui ne se parlent pas forcément naturellement très bien, chacun ayant son langage. Donc la conviction de The Camp, c'est de les faire rencontrer physiquement. À partir du moment où, en tant qu'établissement recevant du public, la ERP, on est forcé administrativement de fermer The Camp, évidemment la promesse de base est quand même fortement bousculée. Donc aujourd'hui, The Camp est fermé. Alors on va rouvrir bientôt, mais c'est fermé. On avait rouvert après le déconfinement de la phase 1, on a refermé après le reconfinement. En revanche, il y a des opportunités. Parmi ces 10 crises que j'ai rapidement disons, déployées en analyse, il y en a certaines qui nous ressemblent directement. Une première, c'est réinventer son offre. Ça, c'est même peut-être la principale. C'est comment imaginer qu'on peut aussi reproduire des techniques d'intelligence collective en numérique et en distanciel, donc avec des outils qui permettent à des séminaires de s'organiser, à des formations, à du prototypage, à des équipes de travailler, etc. Avec les savoir-faire de The Camp autour du design thinking, autour des méthodologies professionnelles, qui au départ ont plutôt été pensées en présentiel, comment est-ce qu'on peut effectivement les décliner en distanciel. Donc on est en train de faire de plus en plus cela, ça c'est une première évolution. Une deuxième évolution, elle est sur les contenus eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte, absorber le sens justement de cette crise et redéfinir aussi peut-être les besoins. Donc, par exemple, autant quand on parlait de future of work, donc le futur du travail, qui est un des champs de réflexion importants à The Camp, il y a un an ou deux, on pensait nouvelles organisations sans forcément penser confinement, télétravail, crise sanitaire. Donc on réintègre finalement aujourd'hui comment cette crise-là doit être un ingrédient probablement durable dans le temps de nouvelles façons de travailler. Et du coup, les programmes de formation qui peuvent être dispensés à The Camp vont intégrer et créer finalement des nouveaux contenus qui eux-mêmes sont porteurs du sens de cette crise et qui invitent après les managers et les cadres à intégrer dans la définition de leurs produits, de leurs prototypes, de leur façon de travailler, les enseignements de cette crise, en considérant que ce n'est pas juste pour 2-3 semaines, on est vraiment dans des changements structurels et profonds. Ok. Je rebondis donc sur une question donc plus sur la partie levée de fonds à présent, Olivier. Une question de Christophe Barthelon qui demande est-ce que ces levées de fonds records dont tu as parlé tout à l'heure ne sont-elles pas finalement la peur des financiers à ne plus trouver de pépites sur les mois et années à venir? Nous, on voit qu'il y a quand même moins de dossiers. Enfin, en tout cas, moi, j'observe en tant que business angel et je suis également associé à un fonds qui s'appelle Side Capital et je discutais avec le gérant qui disait oui, on a probablement 20 à 30% de dossiers en moins qui arrivent. Donc, il y a à la fois certains modèles économiques, si on résume très très vite, il y a des modèles économiques qui profitent de la crise et d'autres qui, au contraire, subissent la crise. Ça, c'est déjà, je dirais, parfois dans l'ADN même de certaines boîtes et de certains modèles économiques. Si aujourd'hui on fait de la formation à distance, typiquement, la formation à distance aujourd'hui, c'est plutôt un secteur qui a le vent en poupe. Donc forcément, la crise n'est pas un inconvénient, voire même peut-être parfois c'est un accélérateur de conversion vis-à-vis des acheteurs, qui peuvent être les DRH, les directeurs de la formation, etc. En revanche, quand on est une startup qui est dans la mobilité et que tout s'arrête, on peut se retrouver à 0 € de chiffre d'affaires, je dirais, du jour au lendemain, hélas. Donc, il y a des extrêmes qui se détachent dans le diagnostic et dans les conséquences de la crise. En revanche, quand même, il faut bien le dire, le numérique tire mieux son épingle du jeu, l'ensemble du secteur numérique et des startups, que la moyenne de l'économie qui comprend le commerce, qui comprend le service, le conseil, la finance, etc. Et donc, le numérique tire un peu mieux son épingle du jeu. Ceci dit,
effectivement, il y a un petit peu moins de... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entrepreneurs qui sont en train de travailler de chez eux, dans leur appartement, sur des nouvelles idées, mais c'est plus difficile de financer des projets qui sont par définition risqués, qu'on appelle en early stage, en amorçage, parce qu'on ajoute au risque perçu des investisseurs un risque supplémentaire qui est celui de quand est-ce que ça pourra décoller. Donc il y a aussi beaucoup de dossiers qui sont un petit peu en suspens, en attente. Et donc voilà, c'est ça le constat. Ça ne veut pas dire que évidemment l'entrepreneuriat est mort, ça veut juste dire qu'il y a un peu un décalage dans les financements et probablement aussi des dossiers qui vont changer de nature, comme je le disais tout à l'heure, du fait de l'impact direct de ce qu'on aura appris de cette crise. D'accord. Dans la continuité de cette question, Marlène Atala demande justement quels conseils donneriez-vous pour aider les petites startups dans le domaine de l'innovation médicale pour obtenir des levées de fonds, justement? C'est une question large. Mais... C'est pointu là. Je ne suis pas forcément un spécialiste de l'innovation médicale. Après, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y aura peut-être d'ailleurs un rebond autour des vocations sur les métiers de la santé. On en a vu l'importance. Et très certainement, la technologie, donc les medtech et les biotech vont aussi tirer des enseignements et pouvoir vraiment montrer aussi, parce que dans la crise du secteur médical, il y a une crise humaine, on l'a vu, un problème d'épuisement, un nombre insuffisant d'équipements, mais également de personnel. Et donc forcément, la technologie et l'innovation vont venir aussi en relais, c'est qu'on ne pourra pas tout résoudre uniquement par en gros les RH et le temps humain. Il va falloir que l'innovation puisse prendre aussi le relais. En revanche, après, ce qui est intéressant dans tout ce qui est medtech et biotech, c'est qu'il y a des fonds spécialisés. Donc, la meilleure façon d'aller lever de l'argent pour ces startups-là, c'est d'aller justement voir les spécialistes de ce type d'investissement et ils existent sur le marché. Ok. Une nouvelle question de Louis Vareille qui nous dit donc j'ai peur de la partition du monde où l'individu semble se radicaliser dans ses positions. Comment réduire ces fractures? Une grande partie de ces fractures est provoquée, on l'a tous vu par les réseaux sociaux aussi, qui polarisent les opinions et qui les caricaturent. Je crois que beaucoup de gens ont vu Social Dilemma sur Netflix, là, qui est le documentaire, je crois que c'est Derrière vos écrans de fumée en français, bon, qui voit assez bien. Il y a aussi un très bon documentaire sur Cambridge Analytica pour parler des opinions et de la radicalisation. Et on s'est bien rendu compte aussi, et d'ailleurs, pendant les élections entre Trump et Biden, qu'il y avait de plus en plus de polarisation autour de républicains qui considèrent en gros que les démocrates sont des communistes et de démocrates qui considèrent que les républicains sont des réactionnaires d'extrême droite. Et donc il y a une sorte de polarisation et de moins en moins ensuite de marge de manœuvre sur un électorat incertain qui serait entre les deux. Et ça, c'est en partie un effet à combattre, à mon avis, d'une part des fake news, enfin du phénomène des fake news, de la désinformation. Parfois, ce n'est pas forcément des fake news, mais c'est des news aussi mal vérifiées. Et puis après, des ciblages et la diffusion. Donc, de plus en plus, les gens sont, par définition algorithmique, du fait des modèles économiques autour de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est-à-dire le temps passé devant les écrans, le temps passé à valoriser potentiellement la publicité sur les réseaux sociaux, fait qu'à un moment donné, on va plutôt vous resservir des choses que vous avez envie ou qui confirment finalement des opinions. Et donc, il y aura de moins en moins, si on ne refuse pas ce modèle, il y aura de moins en moins de débats contradictoires et de plus en plus de débats caricaturaux. Donc moi, mon point, c'est plutôt dans certains cas de désinstaller un peu les réseaux sociaux et de retourner dans le vrai débat. D'accord. Je terminerai par une dernière question de Niels Hubner. Quelles évolutions profondes et durables voyez-vous dans certaines industries suite au Covid et la crise de surendettement qui arrive, et quid des opportunités qui en découlent? La première partie de la question, c'était sur certains secteurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des secteurs qui vont avoir beaucoup de mal et sur lesquels on n'a pas les réponses. Mais là encore, je pense que ça peut venir par l'innovation. Parce que si on considère aujourd'hui, par exemple, l'aéronautique, nous, on a aussi à The Camp un gros partenariat avec Airbus. Donc on regarde de près aussi qu'est-ce que subit de plein fouet cette économie de l'aéronautique, pour prendre un des secteurs les plus touchés. Par définition, c'était une industrie qui avait plutôt l'habitude de gérer un carnet de commandes très longtemps à l'avance, donc plutôt une industrie riche et profitable. Et puis à un moment donné, effectivement, le transport aérien s'arrête. D'abord parce qu'il devient interdit de circuler, mais en plus aussi parce que la prise de conscience autour de l'impact carbone, de la consommation de kérosène
se renforce. Et donc, il est possible que de manière durable, on voyage moins en avion. En revanche, donc ça, c'est la catastrophe. Et d'ailleurs, c'est une crise économique très profondément installée, par exemple, dans la région de Toulouse ou à Seattle pour Boeing, des régions où il y a beaucoup d'emplois liés à l'aéronautique. Mais en même temps, ça accélère aussi et ça crée des opportunités, comme on le disait tout à l'heure, on parlait du secteur médical, dans le secteur du transport, c'est la question des avions à énergie solaire ou des avions à énergie hydrogène, enfin avec la pile à combustible hydrogène. Et donc probablement la R&D va se renforcer sur des secteurs qui étaient un petit peu marginalisés et qui aujourd'hui, subissant de plein fouet la crise, sont obligés d'accélérer ce qui était à la marge et peut-être de le remettre au centre, comme ça a été le cas à l'époque de la crise des contenus, quand le numérique est arrivé dans le cinéma, dans la musique ou dans le journalisme. À un moment donné, les modèles économiques ont été, tout ce qui était à la marge est redevenu le centre. Ok. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir répondu aux questions de nos spectateurs. Avant de te laisser le mot de la fin, je souhaitais vous rappeler que nous avons prochainement des workshops de programmer. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc les workshops Be My Desk, qu'est-ce que c'est? C'est un format d'atelier bien particulier de 2 heures de co-développement par groupe de 5 personnes, où notre but est toujours de vous apporter le meilleur expert pour répondre à vos problématiques. Alors le prochain se déroulera vendredi 18 décembre à 15h sur le sujet de la Réunion. Louis Vareille, ici présent justement, qui a occupé des postes de direction dans l'agroalimentaire au sein des groupes Danone et Panzani, a fait de son expertise un métier, la réuniologie. Que ce soit un comité de direction, une réunion commerciale ou une réunion projet, il saura justement vous donner les clés pour la rendre plus efficace, engageante et apprenante. Aussi, le lundi 21 décembre à 9h30, nous vous invitons également à vivre un workshop autour de l'interview presse, ou comment échanger avec les journalistes sur un pied d'égalité et faire passer vos idées. Donc, j'ai bien employé le mot vivre, car Marilène Charmasson, ancienne directrice communication au sein des groupes Danone et Sanofi, et journaliste de formation, vous fera simuler une interview face à un journaliste, suivi d'un débrief collectif qui vous permettra de travailler votre discours et votre posture. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à visiter notre site internet ou à échanger avec nous sur LinkedIn également. Donc, merci de votre attention. Olivier, je te propose de te laisser le mot de la fin. Écoute, sans filet, moi, il y a plein de choses que j'aurais envie de partager. Si tu as une idée, on peut la développer. Après, moi, je trouve, en tout cas, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur les crises, et même si parfois ça semble un peu galvaudé de le répéter, c'est quand même ces moments-là, en fait, où je pense que c'est le moment de lancer son entreprise. Il y a, dans la vie du start-upper, il y a parfois ce qu'on appelle la traversée du désert, c'est-à-dire que quand on a fait une première levée de fonds, il peut y avoir un moment donné où c'est difficile. Là, on a une sorte de traversée du désert collective, tous ensemble. En revanche, il y a un besoin d'innovation qui m'a l'air assez central. Et donc, beaucoup de dossiers qu'on voit qui sont des dossiers dits à impact, donc qui mélangent finalement ce que j'appelle moi l'innovation et le for good, c'est-à-dire le bien commun. Ça me semble être des dossiers qui vont aujourd'hui, justement, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient peut-être à la marge, ou qu'on trouvait un peu sympathique. On disait sympa, il fait de l'impact, il pense au sens, il réfléchit. Et aujourd'hui, ça peut peut-être devenir des modèles économiques. Donc moi, mon mot de la fin, c'est que ma conviction, elle est plutôt qu'on est en train d'entrer dans un nouveau monde et que ce nouveau monde, je pense qu'il va réconcilier la dimension économique, la dimension business, avec des modèles économiques profitables, tout en étant réconcilié avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact et le sens, qui va plus être laissé uniquement aux ONG ou au pouvoir public pour faire le bien par rapport à faire le mal, comme si la finance faisait le mal et ensuite les ONG faisaient le bien. Non, je pense qu'aujourd'hui, on va être capable de réinventer des sociétés ou des entreprises qui font de l'impact by design dans les modèles, et puis aussi toujours remettre le consommateur ou le client au centre. La démarche entrepreneuriale, c'est d'identifier des pain points, donc des problèmes à résoudre. Et aujourd'hui, les problèmes évoluent, les problèmes de consommation, de distribution, de production. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir réimaginer aujourd'hui des produits et des services qui mettent l'impact au centre, avec également un utilisateur et un vrai service. Pas dans le sens de juste réparer peut-être les problèmes de pollution, les problèmes de déchets, les problèmes de lien social, mais plutôt repenser en tant que tel des modèles économiques avec un moteur vertueux et long terme. Donc c'est le moment d'entreprendre, à mon avis. D'accord, merci. C'est d'ailleurs en fait la tendance qu'on voit effectivement de toutes les sociétés à mission justement qui se développent actuellement. Ouais, c'est exactement ça.
Je te remercie Olivier, merci à tous également d'avoir assisté à ce talk. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci.